Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Dario Latrofa. Bonjour Dario. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Tu es architecte et à la tête de l'agence Demon Design, basée à Grasse. Oui. En hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimes-tu les plaisirs de la table? Quels sont tes mets préférés? Et peux-tu évoquer un souvenir gustatif? Alors, tu es italien d'origine, Ben oui, ici. donc ça a une importance particulière, la table, en Oui. Italie. Après, moi, je mange chez moi, ici en France. J'ai vraiment une approche très simple à la cuisine. Et effectivement, quand je rentre en Italie, donc je retourne à essayer cette expérience de chez moi, que c'est une expérience toujours très forte. Quand je rentre, mes amis me disent "Mais ok, c'est bon, mais tu connais, non?" En fait, non. J'ai oublié le goût de chez moi. Chez moi, je viens des Pouilles, donc c'est une région où effectivement la nourriture est très simple. On a l'habitude de choisir des éléments qui sont très proches à la nature, dans le sens on le transforme pas. On n'a pas de recettes trop complexes. On cherche plutôt de sublimer le goût. Et voilà, après, je suis un cuisinier depuis 13 ans, donc je m'occupe de ça avec grand plaisir. Ça me plaît. Mais est-ce que tu peux évoquer quelque chose, un mets ou... Plein de choses, effectivement. Voilà. Un des plats plus connus chez moi, c'est... Je vais le dire un peu en dialecte, parce que ça vient de la tradition italienne ancienne. Et patates, riz et moule. Donc voilà, c'est un plat qu'on fait au four. Et c'est très complexe. Moi, je sais pas le faire. C'est Il très a un nom, complexe. ce plat? Il s'appelle comme ça. Banalement, c'est patates, riz et cozze. Donc ça, et après on fait des pâtes qui sont peut-être un peu connues en France, sont les orecchiette. Les orecchiette sont faites, sont des formes d'oreilles, sont faites artisanalement, donc il y a des petits, des grands, ça dépend un peu de la recette. Et à Bari, on le fait avec un ragoût cuisiné pendant 6-7 heures, je sais plus, et au contraire avec les cime di rape, qui sont des brocolis, mais pas tout à fait, parce qu'ils sont très amers. Donc, je pense que c'est la même famille, mais je l'ai jamais trouvé ailleurs. Mhm. Donc, oui, ça surtout. Alors maintenant, on va se pencher sur le parcours professionnel et son début. Quel a été ton parcours, ta jeunesse, où s'est ancrée cette envie d'architecture et quelles ont été tes études? Alors, il faut le dire, je pense que c'est le moment de pouvoir le dire avec sérénité. À l'école, j'étais un peu un rebelle. Donc, j'ai jamais eu un parcours d'école trop diligent. Je pense qu'à l'époque, à mes 15 ans, 16 ans, ce qu'il y avait dehors, c'était beaucoup plus intéressant de ce qu'il y avait à l'intérieur de l'école. J'ai toujours vécu comme quelque chose de mauvais, parce que voilà, mes profs n'étaient pas contents, mes parents n'étaient pas contents. Mais honnêtement, j'avais un peu mes raisons, dans le sens que j'ai pu développer depuis un esprit critique par rapport à la vie. Le goût, ça change sur la base de l'âge, sur la base de l'expérience qu'on vit. Mais effectivement, un gamin, parce que j'étais un gamin à 15 ans, de 15 ans, il a des fois plus envie de vivre des expériences relationnelles et de découvrir de ce qu'est effectivement la vie d'un adolescent, plutôt que rester serré sur des bouquins. En même temps, en parallèle, je me suis toujours obligé de faire des parcours assez culturels.
J'ai eu la chance de venir d'une famille où la culture était un peu à la table. Mon père était un archi, ma mère psychologue. Donc j'ai vécu un peu l'approche méthodologique de l'éducation de ma mère, hyper compliquée d'être un fils d'un psychologue. Et avec mon père, j'ai jamais trop eu des grandes conversations, mais j'ai eu la chance de vivre un peu l'architecture à travers ses gestes. Il était architecte dans les Pouilles? Oui, il était architecte dans les Pouilles. Un architecte d'un grand talent, à mon avis. Et du coup, j'ai toujours eu la chance de vivre dans des endroits magnifiques. Chez moi, à mon avis, c'est toujours une des plus belles maisons que j'ai jamais vues dans ma vie. Et là, je parle pas de mètres carrés, je parle pas de luxe, parce qu'on était dans une famille normale, de classe moyenne. Mais mon père, il avait une touche particulière, que peut-être j'ai pas encore acquis. Je suis pas encore à son niveau. Et du coup, pour moi, c'était quand même une chance, mais c'était une expérience. L'architecture, c'est quand même quelque chose qu'on peut expérimenter, qu'on peut vivre, qu'on peut respirer. La qualité des espaces, la lumière, d'où ça vient, la qualité aussi constructive fait aussi le confort hygrothermique, les polluants à l'intérieur de la maison. Donc, l'architecture, c'est une des matières la plus intéressantes, à mon avis. Bien sûr, je suis un architecte. Je pense que l'architecture est un exercice culturel très complexe qui touche beaucoup de choses. Et donc, je l'ai vécu dans mon enfance. J'ai fait des études classiques, donc j'étais dans la Grèce ancienne, on étudiait le grec à l'école, le latin, on faisait de analyse critique à la littérature italienne. C'était les études classiques. Je sais pas si en France sont pareilles. Je pense pas à ce degré de le grec plus le latin. Oui. C'est pas courant. D'accord. Et encore moins aujourd'hui. Okay. Je me trompe peut-être. Parce que maintenant mes enfants sont grands, donc je suis plus tellement au courant de ce qui s'enseigne, mais j'ai pas l'impression que ça soit très courant. D'accord. Okay. Donc le liceo classico, en Italie c'est le liceo classico, c'est encore l'école la plus dure, mais aussi la plus intéressante, à mon avis. Bien sûr. Parce qu'après... Avec en plus une acquisition de l'art de la rhétorique, justement par ces textes, exactement, avec des racines latines qui forment notre langage, qui nous donnent des clés. Le grec aussi. Oui, bien sûr, et de réflexion extrêmement poussée. Et un accès, plus facile à la culture, aux mathématiques aussi. Oui, la mathématique, bien sûr. On la faisait un peu moins à l'école. C'était vraiment la partie littéraire, la partie importante. Après, on avait un prof avec lequel on faisait la physique, la mathématique et la chimique. Mais disons que c'était un endroit d'intellectuel plutôt sur la partie humanistique. Pas trop loin. La mathématique, je l'ai dû refaire à l'école d'architecture, notamment. D'accord. Il y a un moment où quand même tu as compris qu'il fallait travailler pour faire ce qu'on avait envie de faire. Ouais. En tout cas, d'y mettre de l'énergie. Parce que le mot travailler, c'est pas forcément le meilleur mot pour motiver, pour assembler les troupes. Effectivement, après l'école, j'étais prêt à faire l'université de médecine, économie. Et mon père il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas l'architecture? Je dis, ok. Et ça a démarré comme ça, en fait. Ça m'a touché le fait que mon père, il m'a proposé ça. Peut-être je l'attendais, je sais pas. Mais après, je l'ai adoré. Je suis très heureux d'être architecte et pas médecin. J'adore la médecine encore. Mais voilà, être architecte, ça veut dire effectivement être tous les jours à côté de la beauté, du confort, de la qualité, de plein de belles choses. Donc, je pense que c'est un bel choix à niveau de style de vie par rapport à la médecine. Mais j'ai toujours eu une approche économique aussi. Alors, l'école d'architecture. J'étais à Rome, donc j'ai quitté ma ville Bari, j'étais à Rome, j'étais dans l'école qui s'appelle Valle Giulia, qu'elle est peut-être pas trop connue en France, elle fait partie de la Sapienza. Mais en Italie, ça a été un peu le grand débat des années 68 et 69. C'est de là qu'est démarré un peu la révolution des étudiants de l'époque. C'est une école au centre de Villa Borghese, à Rome. Magnifique, on faisait des cours à l'extérieur, parmi les arbres. Rome, il a un microclimat exceptionnel, en plein hiver, à midi, on est dehors à profiter du soleil.
Rome, il m'a totalement transformé. Rome, ça a été la partie où j'avais peut-être aussi la maturité pour pouvoir me concentrer sur les études, donc pousser un peu plus au niveau d'études. Et Rome, il a un héritage culturel qui n'est pas seulement physique dans la rue, mais chez les habitants aussi. Donc je me suis retrouvé à Rome à devoir me mettre au niveau des autres étudiants qui étaient exceptionnels. Et donc cet exercice, cette difficulté, il m'a totalement transformé. À l'époque, voilà, il m'a mené vers, disons, une approche plus intellectuelle, plus culturelle. En plus, Rome, je l'ai dit parce qu'en fait, en France, est un peu différent. Rome, c'est une école d'architecture, c'est une école d'ingénierie. On fait conception structurelle, on fait aussi de la bioclimatisme, on fait de l'ingénierie thermique en général. Et on avait le département parmi les plus connus au monde de restauration avec Cesare Brandi, Carbonara, tous ceux qui l'ont écrit, les manuels de restauration en général. Tous les ingrédients sont là. C'était la pluridisciplinarité conçue à l'italienne, parce qu'effectivement la formation italienne est un peu comme ça, on est des généralistes. L'architecte, il a plutôt la charge de devoir trouver des solutions qui sont des solutions effectivement qui prennent en compte un peu la complexité. Donc effectivement, l'architecture en Italie est conçue comme un organisme. Il est posé sur un territoire qui a son contexte. Donc effectivement, la partie d'analyse historique était très poussée. La partie de conception contemporaine, c'était toujours un prolongement de ce qui existait déjà. On n'était pas formé pour être des artistes. On était formé pour être des professionnels, tout simplement, qui gardaient un contact avec l'histoire et qui pouvaient proposer une architecture contemporaine comme un naturel prolongement de ce qui existait déjà. Dans le même organisme, on regardait la partie thermique, on regardait la partie de bioclimatisme si on pouvait, parce que le bioclimatisme est quand même une approche un peu intégraliste sur l'architecture. Dans le passé, on l'utilisait beaucoup parce qu'on n'avait pas des technologies qui nous permettaient effectivement d'amener à bien des projets avec la force de l'énergie artificielle. Mais aussi la partie structurelle et la partie aussi, bien sûr, de restauration et analyse historique, comme je disais tout à l'heure. C'est un peu ça la formation à l'italienne que je propose aujourd'hui. Tout simplement, je me sens un peu plus généraliste par rapport à un architecte français moi je travaillais, après grosse partie de ma carrière, je le fais en France. Oui, il y a une approche qui ne sépare pas effectivement la construction pure et dure ou le patrimoine, parce que nous on est on fragmente en fait. On a fragmenté, alors du coup aujourd'hui on rassemble, mais du coup ça donne aussi des fractures parce que culturellement on a tendance à raisonner de manière fragmentée. Mais en effet, je pense que le bagage est complet en Italie et j'ai l'impression aussi en Espagne. Comment tu débutes ton activité d'architecte? Tu rentres en agence? Quand je suis rentré en agence, c'était particulier dans le sens, j'ai terminé l'école, je suis parti pour un postgraduate à Los Angeles. J'ai passé 1 an et demi là-bas. Et après, mon premier job, c'était à Londres. C'était la préparation aux Jeux Olympiques 2012. Et après, à Londres, j'ai passé 1 an et demi aussi. Après, je suis parti à Prague avec un autre contrat avec une agence. J'avais gagné un prix qui s'appelait Urban Sustainable Architecture. C'était sur la base d'un projet que j'avais produit à l'école. Avec ce prix, j'ai gagné un poste. C'était un contrat chez une agence de Prague, que j'ai adoré Prague. C'est une ville magnifique. J'ai passé de très bons moments. Et après, je suis venu en France. Si là, on rentre un peu dans l'intimité, je suis rentré en France grâce à une fille que j'ai rencontrée à Prague. Je sais pas si ça, on peut le dire pendant le podcast. Ça fait partie des maillons de la chaîne. Ou parfois de la poudre magique qui fait qu'on atterrit à un endroit.
Oui, c'est comme ça. Ça a été magique en ce moment. Moi, j'étais sur une carrière totalement anglophone. Je suis arrivé à Paris, je parlais pas la langue. J'ai commencé à travailler chez Ports Park, comme j'ai dit tout à l'heure. Et de là, après, j'ai démarré un peu. Donc, c'était un peu comme ça. Ça venu après pas au pas. Alors, aujourd'hui, tu vis dans le midi de la France. Tu vas nous raconter ça. Enfin, tu vas nous parler de tes projets après. Mais juste avant, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais quand tu es sorti de l'école? Ça, c'est une très belle question. Non. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, moi, je suis très ambitieux. Je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Donc, pas encore. Mais je me demande si je vais accomplir effectivement ce que je commençais après l'école. Parce qu'effectivement, je pense que c'est... Peut-être que ton accomplissement, c'est cette exigence que tu as. Oui, je pense que cette exigence, il me rapprochera toujours vers un point que je vais jamais toucher. Je sais pas, honnêtement, là, je suis en pleine course. Je suis très satisfait de ce que je fais. Mais effectivement, après l'école, j'étais un très jeune archi. Aujourd'hui, je vois les choses en façon plus claire. J'ai pas perdu, effectivement, cette imprudence d'un jeune archi. Je suis toujours très imprudent. Je prends beaucoup de risques. J'ai fait 1000 erreurs. Mais voilà, aujourd'hui, je suis satisfait, mais je suis pas encore arrivé où je veux. Tu vas nous parler maintenant de tes projets. Alors, t'es passé par des grosses agences après Ports Park, c'est ça? Oui. Architecture Studio. Architecture Studio, oui. Jean Nouvel? Oui, c'était le groupe Jean Nouvel. Oui. C'était l'ancien groupe Jean Nouvel, Architecture Studio, très connu. Enfin, t'es passé par de grosses agences. Je suis resté un peu de temps chez eux. Et un jour, t'as décidé de te mettre à ton compte. Oui, après alors, le pas dans ces agences, c'est toujours difficile parce que les projets sont exceptionnels, d'une envergure exceptionnelle. Et le dilemme dans ce genre de parcours que tu as, c'est de se dire, est-ce que je saute le pas, mais je vais redescendre avec des plus petits projets, ou est-ce que je continue C'est un peu ça, la difficulté du choix. C'est ça, et c'est aussi le fait que faire le saut est quand même très compliqué pour nous architectes. Parce qu'effectivement, l'architecte, il a une profession où on vend des services très chers. Les investisseurs, nos clients, ils nous mettent dans les mains beaucoup d'argent. Et du coup, c'est une profession où il faut effectivement gagner en confiance. Et la confiance, on la gagne pas dans un an d'activité. La confiance, il faut la gagner avec des années d'expérience. En plus, nous, on n'arrive pas trop facilement à montrer sur notre site web le projet, mais ça, tu le sais très bien. Donc, il faut du temps pour pouvoir le concevoir, réaliser. Et en plus, ce qu'on a fait chez les agences, c'est pas à nous. C'est très compliqué. Oui, pour nourrir une communication en architecture, bien sûr, il faut une production importante. Ouais. Donc, ça a été compliqué de choisir ça. Je suis très content d'avoir choisi ça, parce qu'aujourd'hui, avec Diamond Design, je m'exprime totalement. Pourquoi ce nom de Diamond Design? Diamond Design. Diamond, c'est un peu le mot qui représente un peu la méthode. Donc, le Diamond, c'est un concept que peut-être tout le monde connaît. C'est un concept qui vient de la Grèce classique, de Aristote et de Platon. Mais voilà, après c'est développé par beaucoup d'auteurs. Aussi Hillman, il parle de ça. Jung, il parle de ça. Le diamond, c'est un peu il représente très simplement l'identité. Donc le projet Diamond Design, c'est un projet qui parle d'identité. Cette approche à l'italien dont je parlais tout à l'heure, il a l'objectif aussi de étudier, analyser, découvrir et révéler ce qu'est le caractère intrinsèque de chaque lieu. Donc le caractère intrinsèque de chaque lieu, c'est le genius loci, comme il appelait le latin. Le diamond, c'était plutôt un concept relatif à l'être humain. Donc, il existe un seul diamond pour chacun de nous. Et apparemment, nous, on le choisit avant de venir au monde. Et une chose très intéressante aussi est que Aristote, il parlait de eudaimonia. L'eudaimonia, c'est un état de totale réalisation, satisfaction, un état où on est heureux au 100%. Et c'est la réalisation du potentiel de ce diamond.
Donc effectivement, selon Aristote, nous on arrive à accomplir un état de bien-être total seulement si on reconnaît notre caractère unique et on l'amène à son potentiel. Et ça, je trouvais toujours un concept magnifique. C'est mon approche à l'architecture. Moi, je base mes projets sur une analyse très poussée. Comme on le sait, l'analyse, c'est pas quelque chose payé par le client. C'est quelque chose qu'on fait nous pour amener de la qualité dans des projets. Et l'analyse, c'est une des choses la plus importantes à mon avis, parce qu'il nous permet effectivement d'analyser le contexte de ce lieu. Donc, que ce soit un contexte physique, que ce soit un contexte social aussi, historique, qui regarde à son caractère en général. C'est très complexe. Et dedans, il y a l'architecture, il y a l'ingénierie, il y a un peu tout. L'idée, c'est effectivement de révéler ce caractère et pouvoir le sublimer, donc le valoriser selon son caractère, ses caractéristiques. Tu réalises essentiellement des villas? Aujourd'hui, oui. Des hôtels? Oui, des hôtels, oui. Tu as créé en quelle année, rappelle-moi 2024. 2024. Donc tu n'as pas de référence livrée encore. Oui, il y a des projets qui sont en construction, mais effectivement, moi j'ai fait aussi un projet d'une belle taille avec la mairie de Bari en Italie. C'était une année sabbatique que je me suis pris pendant mon expérience de salarié, parce que j'avais gagné un concours. Et avec ça, j'ai fait aussi d'autres projets. Ça, c'est un beau projet. Donc, tu as démarré avec des références réalisées que tu as... Si. Et des références que j'ai négociées avec l'agence pour pouvoir effectivement le montrer sur mon site web. Oui, parce que j'étais quand même chef de projet pendant des années. Donc voilà, ce sont des projets que j'ai amenés à bien... À terme. Ouais, à terme. Donc, qu'est-ce que tu as qui va sortir comme projet? Aujourd'hui, effectivement, l'entrée dans le marché, je l'ai fait, la Côte d'Azur, c'est particulier. La Côte d'Azur, on peut faire effectivement des projets de villas qui sont des villas un peu exceptionnelles. C'est un marché un peu plus accessible, très complexe, parce qu'effectivement, on touche un peu l'intimité des particuliers. Mais voilà, ce sont des projets magnifiques. Donc, effectivement, le concours avec la mairie de Bari, c'était un projet très intéressant au niveau social, parce qu'en fait, c'était une ville confisquée à la mafia. C'était un projet important, c'était dans un contexte naturel magnifique, tout près de Bari, mais près d'une lama, que c'est un peu un canyon naturel typique des Pouilles. On a reconverti cette ville, c'était une grande ville, une brasserie et un espace de co-living plus atelier. C'est un projet assez complexe du fait que effectivement on a dû étudier aussi le fonctionnement d'une brasserie, donc l'adapter à des systèmes de production de la bière. C'est un projet dédié à des émigrés. Donc, où la mairie voulait effectivement donner un espace de travail et de vie pour des émigrés, pour pouvoir, disons, démarrer une démarche plutôt virtueuse d'intégration dans la ville. L'intéressant de cette conception, ça a été aussi le fait que on l'a conçu comme une ancienne masseria fortifiée des Pouilles, dans le sens que tout le corps, donc le volume, était développé sous son périmètre. Masseria, c'est ça? Masseria, la masse. C'est une masse, je pense qu'en France ça s'appelle masse. Ce sont des bâtiments agricoles. Ils partent du Moyen Âge, et jusqu'au 1800. Donc, c'était un peu le grand palais agricole dans le champ. Donc, il produisait l'agriculture, mais il vivait aussi. Autour de la masserie, après, il s'est créé des villages, souvent. On a conçu ce projet comme une masseria, dans le sens que on s'est mis avec le volume sous le périmètre, avec des façades aveugles. On a créé une place intérieure. Et la place, du coup, il avait l'objectif d'attirer des visiteurs. Parce qu'effectivement, étant un projet symbolique, donc un bien confisqué à la mafia est quand même une tentative de bonification culturelle aussi. Et de rachat.
Une valeur de rachat. Une valeur de rachat, oui, exactement. Et effectivement, voilà, le projet, il avait l'objectif d'accueillir le public, de pouvoir créer même des itinéraires un peu plus éducatifs relatifs à la dégustation et à la production de la bière, connectés avec les écoles. Voilà, c'est un projet pensé par Vitandrea Marzano, avec qui est-il? Ben lui, il faisait partie de l'équipe de développement des projets du maire de l'époque. Donc c'est au niveau de l'usage, du montage financier, j'imagine. Montage financier, mais aussi à niveau de culturel. L'idée, c'est effectivement à lui de créer cet espace dynamique dédié aux émigrés, dédié à la production de la bière, dédié au public, un espace festif. C'est construit par... C'est une proposition d'assimilation, en fait. Oui, exactement. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est intéressant. Oui, c'était un très beau projet. Donc, Alors, il en est où, ce projet? Ben là, il est en pleine construction. D'accord. Il est attendu avec impatience? Oui. Ben, j'aimerais faire des photos dès qu'il est prêt pour pouvoir le publier. Moi, j'ai le souvenir d'avoir, travaillé sur un projet à Bari, mais un projet historique. Et en fait, on ouvrait un fichier on a reçu toute la base parce que c'était intervenir sur l'existant. C'était comme une boîte de Pandore. En fait, on ouvrait un fichier, il y avait un autre fichier, et on rouvrait un fichier, il y avait 10 fichiers, et on rouvrait 10 fichiers, il y avait encore des fichiers. Et et je me suis dit, quelle complexité quand on intervient sur l'histoire, en fait, sur le bâti en Italie, parce que ça se passait à Bari. Oui, c'est très complexe. C'est toujours complexe. Oui. Ouais. On a un système de ministère du patrimoine avec lequel on a un bon dialogue. Oui. Moi, j'ai fait des projets en Italie aussi. J'ai un projet, par exemple, d'une vinerie, château viticole, mais c'est en construction neuve, Toscane. Mais quand même, la Toscane est toute une terre patrimoniale, dans le sens, même s'il n'est pas un patrimoine construit, il y a un paysage à garder. Et la communication avec eux, c'est très complexe, mais il y a un peu l'habitude de le faire. Oui, je pense qu'il faut être bien, formé à ce type de projet. Ouais. Alors, un autre exemple ou de projet? Ben, je peux parler effectivement de projets que j'amène aujourd'hui. Je m'occupe essentiellement de rénovation aujourd'hui. Je fais aussi de la construction neuve. Il y a des projets en cours très intéressants. Par exemple, j'ai travaillé dernièrement sur une maison des années 90. Donc, on peut pas le considérer un patrimoine, mais presque. Parce qu'effectivement, là, dans les Alpes-Maritimes, l'idée, c'est plutôt de garder un esprit maison provençale. Même si, effectivement, la maison provençale, elle n'est pas construite en béton. Et donc, on a beaucoup d'exemples de maisons totalement réalisées en béton, avec des arches en béton. On sait très bien que l'arche, sa beauté, c'est un peu le fait qu'il est conçu à travers des éléments et pas un système continu comme le béton, armé. Donc, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et cette belle maison, c'était une maison de 300 mètres carrés, où on a fait une extension et une valorisation en général. Il avait une forme assez fragmentée, donc des volumes fragmentés qu'on a analysés et où on a cherché effectivement le valeur, la beauté, mais aussi on a révélé des éléments qui étaient, que moi j'appelle un peu disturbateurs. Donc des éléments qui effectivement ils cachaient un peu la beauté potentielle de cette ville. Oui, il perturbait la lecture de cette architecture. Oui, perturbait la lecture. Et effectivement, sous ce dossier, on a passé différents mois. Le client, il était pas pressé. C'est un accompagnement que je offre dans certains cas. C'est un accompagnement assez long, avec des réunions périodiques qui ont fait un peu tous les mois. Et grosse partie, c'est de l'analyse. Donc, l'idée de mon approche de cet accompagnement, c'est plutôt de me mettre comme un guide, donc de pouvoir effectivement développer les projets de mes clients.
L'idée, c'est pas seulement l'analyse architecturale, structurelle, ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi comprendre le goût, le style de vie de mes clients et pouvoir le convertir effectivement en projet. Et c'est un schéma magnifique, très complexe, mais voilà, on est arrivé à réaliser un bon projet dans ce cas-là. Il y avait un faux colombier qu'on a valorisé en mettant dedans un escalier circulaire, parce que l'escalier était ailleurs. On a enlevé son chapeau, donc on l'a rehaussé un peu, on a créé une lumière zénitale qui vient du haut. Donc tout cet escalier ici, c'est un escalier fait en acier corten et en bois, avec cette lumière zénitale qui descend à travers le paroi courbe du pigeonnier. On a cherché une théâtralité et on a cherché aussi vu qu'on était en train de faire une extension, donc d'augmenter la surface, de rehausser le segment commercial de la maison. Et pour faire ça, par exemple, on a changé en façon un peu radicale la structure fonctionnelle et les dimensions de chaque ambiance. Effectivement, les chambres elles sont devenues des chambres avec salle de bain intégrée, avec dressing intégré, des dimensions plus larges, parce qu'effectivement, dès qu'on passe sous des dimensions de 400-500 mètres carrés, dans les Alpes-Maritimes, on passe dans un segment commercial de haut de gamme. Et l'haut de gamme, il n'est pas positionné en termes de prix au mètre carré au même endroit. Donc effectivement, il a plutôt la vocation d'être séduisant et intéressant pour des clients qui sont voilà. Mais alors, j'ai envie de dire et l'écologie dans tout ça, parce qu'aujourd'hui il y a des tas de questions par rapport à l'intervention sur la nature même en fait. Enfin, bien que cette nature, elle a toujours été transformée par l'homme depuis très longtemps, mais bon, ça pose question. Est-ce que ta manière de répondre à tous ces problèmes environnementaux, c'est à la fois la manière dont tu viens te poser sur un site, comment tu interviens dans de l'existant, c'est construire avec des matériaux pérennes? Quelle réponse tu apportes à toutes ces questions qui sont vraiment au cœur de débats extrêmement vifs aujourd'hui? Oui. Non, c'est très important pour le débat, voilà, de la crise énergétique qu'on vit aujourd'hui, crise écologique. En fait, le projet Diamond Design, au début, a démarré comme une rénovation énergétique des bâtiments anciens. C'est un sujet que dans les Alpes-Maritimes, il est pas trop intéressant en général. Mais en même temps, disons que c'est pas la première chose que les gens cherchent. On était basé sur la loi de la transition énergétique, où effectivement, il y avait des objectifs à rejoindre, mais il n'y a pas eu de contrôle. Donc, à niveau politique, le gouvernement français, il n'a pas effectivement réalisé le contrôle nécessaire pour pouvoir amener ce beau projet, magnifique projet européen d'ailleurs, à terme. Donc, ils sont encore en train là, on travaille avec le gouvernement, bien sûr. Oui. Parce qu'effectivement, le projet qu'on propose sont toujours des projets où on cherche toujours de réaliser des rénovations énergétiques chaque fois qu'on fait une intervention, en cherchant de faire comprendre aux clients l'important, pas seulement écologique, parce que pas tout le monde il est sensible à ça. Des fois, on utilise des moyens différents pour vendre ce genre de service. C'est plutôt, et ça c'est très vrai, c'est dans la qualité du confort. Parce qu'une rénovation énergétique permet effectivement d'avoir des économies, mais quand on a beaucoup de moyens, peut-être qu'on est moins sensible aussi. On est moins sensible, oui, bien sûr. Et l'idée de créer des espaces de confort, le confort c'est pas seulement la lumière, le confort c'est pas seulement la dimension de mètre carré, le confort c'est l'humidité, comme je disais tout à l'heure, les polluants à l'intérieur, les différences de température par rapport aux parois qui sont extérieures ou intérieures, et en général un ressenti de confort où on est bien à l'intérieur. On se sent bien. Et quand on se sent bien dans un espace architectural, on le comprend très rapidement. Ça, effectivement, ça a été la clé de lecture que j'ai pu donner aux clients qui n'avaient pas effectivement un intérêt spécifique sur des questions plutôt communautaires ou plutôt d'écologie.
Mais les conforts, c'est une très belle raison, effectivement. Parce que, oui, c'est une belle porte d'entrée pour convaincre ce type de clientèle. Et pour l'hôtellerie, c'est pareil. Oui, c'est très vrai en plus. L'hôtellerie, après, il a des objectifs. Ils sont des professionnels. Le professionnel, il regarde avec beaucoup d'intérêt la question économique dans la gestion. Pas seulement dans la réalisation. Effectivement, nous, on sait que dans un cycle vie d'un bâtiment, presque le 70% de l'argent investi, c'est la gestion. Donc, bills, maintenance de corps d'état, et tous la liste des éléments qui vont périr pendant le cycle vie que, on considère 50 ans. Mais 70%. Donc, effectivement, c'est un pourcentage très important qu'avec une approche qui soit de bioclimatisme ou d'ingénierie thermique bien gérée, donc on ne parle pas de panneaux photovoltaïques posés sur le toit, c'est un projet. La thermique, l'ingénierie thermique, elle fait partie de la conception architecturale comme l'ingénierie structurelle. C'est un projet. C'est un projet de détail des parois, bien sûr, mais c'est aussi un projet de conception des espaces, des expositions, des tampons, de renouvellement d'air qui sont mécaniques ou naturels, de plein de belles choses. Donc, effectivement, oui, c'est toujours au sein. Moi, je suis aussi labellisé Casa Clima. Casa Clima, c'est un organisme européen qui guide un peu le gouvernement italien par rapport aux lois sur la transition énergétique. Casa Clima, c'est en Italie un indice d'architecture performante, l'appelle. Donc la performance, c'est plutôt lié à la thermique aujourd'hui, mais c'est architecture performante. Et là, chez Casa Clima, tous les 2 ans, on refait l'examen pour rester au sein de... D'accord, c'est une certification. C'est une certification, oui. Alors, comment travailles-tu Est-ce que tu as une équipe intégrée? Est-ce que tu travailles avec des freelances ou voilà? Oui, c'est une belle question. Effectivement, quand je l'ai vu dans la liste, ça m'a touché. Parce qu'effectivement, pour un étude d'architecture, la structure de fonctionnement, c'est très important. Parce que, alors, comme travail Diamond Design, aujourd'hui, je fais un choix particulier. Je travaille avec une équipe de ex-collègues. Je peux le faire vu que j'ai connu dans mon expérience plein d'architectes de qualité. Oui. Donc, ils sont devenus des amis et que grâce au Covid, je dis souvent, ils ont choisi de quitter l'agence pour pouvoir développer de leur côté leur idée. Et aujourd'hui, on crée des groupements temporaires dédiés à certains projets. Je travaille du coup avec des architectes seniors. Je travaille avec des gens de confiance. Je travaille avec des gens que je connais depuis des années, avec qui je m'entends très bien et avec qui je sais effectivement... Vous avez une habitude je de connais travail. leur talent. Donc, je sais effectivement sous quel type de sujet vous pouvez partir ensemble. Ouais, exactement. Ouais. La structure est ça. Et à niveau de locaux, en 2025, j'ai eu 3 sièges. En fait, moi, je prends des forfaits chez des bureaux existants avec Internet et matériel de base sous les villes où j'ai des projets importants. Donc, effectivement, j'ai cette flexibilité de créer des clients vu que je travaille pas dans une ville comme à Paris, mais dans une région. Et rencontrer mes clients périodiquement est beaucoup plus pratique qu'avoir des bureaux. En plus, dans ma siège à Grasse, par exemple, dans l'espace Lyon, on est dans une usine à parfum reconvertie en bureau. Donc, ce sont des espaces magnifiques, avec des volumes incroyables et au très cœur de inspirants. l'ADN de Grasse. Et au cœur de l'ADN de Grasse, oui, exactement. Donc, il me représente beaucoup comme lieu. Et en plus, je suis entouré par beaucoup, c'est une pépinière. Je suis entouré par beaucoup de professionnels. J'ai une très belle énergie. Ça me semble d'être toujours au sein de Architecture Studio, honnêtement.
L'architecte est amené à projeter sur un temps long. Là, tu l'as déjà évoqué, le temps du projet, le temps de nourrir le site internet en attendant que le projet soit livré. Du coup, on vit dans un monde en Europe compliqué, soumis à beaucoup de turbulences. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi qui es capable, comme les architectes le sont, de projeter sur un temps long? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tout à chacun pour les pousser à garder cette énergie dans un monde de turbulences et en plus de turbulences en accéléré, parce que le monde s'accélère et du coup, on sait plus toujours de quoi demain va être fait. En même temps, on a besoin de confiance. Oui. Effectivement, on est attaqué par l'information aujourd'hui. On voit passer des images, Pinterest, il nous a fait du bien, mais en même temps, il nous a effectivement donné trop de références. On est dans un monde de références, les choses sont trop rapides, images, vidéos. Avec l'intelligence artificielle, surtout aujourd'hui, on comprend même plus ce qu'il est vrai, ce qu'il est faux. Donc, à mon avis, l'architecture aujourd'hui, ça devrait être un peu le yoga. C'est de se recentrer, de respirer, de se libérer de plein de choses qu'on n'a pas besoin et comprendre un peu ce qui est vrai, ce qui est vraiment important pour nous. Créer des espaces qui sont des espaces où, effectivement, on peut retrouver un moment un peu cathartique et pouvoir comprendre que la lumière, les vues, la prospective, les odeurs, la texture sont les choses qu'on a besoin, effectivement, de vivre tous les jours et qui ne peuvent, effectivement, ressourcer par rapport à cette vie liquide, si on veut l'appeler, comme disait Bauman. Comment imagines-tu le monde de demain? Tu peux t'approprier la question comme tu le souhaites. Pour l'architecture, hein? Par exemple. Par exemple, ok. Je crois que c'est ce dont on parle. Alors, l'architecture demain, je vois l'architecte comme un stratège. L'intelligence artificielle, déjà, elle fait beaucoup. Dans quelques mois, elle va faire presque tout à niveau de développement. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, il va arriver très facilement à pouvoir développer des concepts, développer des espaces très qualitatifs. J'ai très confiance dans du cet moment outil. qu'on lui pose les bonnes questions. Exactement. C'est pour ça l'importance de l'architecte aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une approche culturelle et comprendre les objectifs et comprendre les ressources qu'on a et faire des choix, positionner effectivement le projet, donner une lecture transversale à le dossier pour pouvoir effectivement guider, coordonner un outil d'une puissance choquant. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en architecture aujourd'hui? Alors, moi, j'étais pas un bon élève, donc je Même dirais... à l'école d'archi aussi. Ok. Mais en même temps, je dis, faites des erreurs. Je dirais, mettez en doute un peu la formation classique, parce qu'en Europe aujourd'hui, mais ils la mettent déjà beaucoup en doute, non? La formation classique. Oui, il est déjà sous enquête. C'est vrai que donc il faut continuer comme ça. Il faut chercher de rompre ce que on peut reconstruire dans une façon différente, dans le sens où je suis pas destructive. Mais à mon avis, il faut la nuance est importante. Développer un esprit critique. Oui. C'est fondamental de développer une vision, une opinion personnelle. Après qu'il soit correct ou pas correct, ça on va le vérifier avec un échange communautaire. On est toujours dans un contexte de relations très riche. Et surtout, je conseille de ne pas passer trop de temps dans des ateliers d'architecture, dans le sens que, à mon avis, démarrer par un stage, rester toute une vie dans un seul bureau d'architecture, c'est un des choix possibles, mais c'est pas ma préférée. À mon avis, il faut voir des contextes culturels différents, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que l'Espagne, l'Europe ou ailleurs. L'architecte, il doit avoir une vue d'ensemble et développer une vision. Une bibliothèque intérieure suffisamment riche. Voilà.
fondamental. C'est un métier complexe. On a besoin de connaître la complexité. On a besoin d'étudier beaucoup. Un mot pour la fin de l'interview en français. Ok, je suis très content d'être là. Honnêtement, ça a été un échange très agréable. J'étais un peu stressé au début, honnêtement. Pouvoir donner une opinion, pour moi, ça a été effectivement une très belle expérience, très riche cet échange. Diamond Design est un projet qui cherche aujourd'hui des partenariats, des clients et des investisseurs qui croient qu'effectivement l'architecture est un levier stratégique et un outil formidable pour créer de la valeur, qu'il soit en valeur économique, en valeur en termes de confort, en valeur en termes de beauté, parce que la beauté, c'est quelque chose d'immense qui nous fait vibrer. Je cherche des partenaires effectivement qui puissent, disons, voir l'architecture encore comme un levier stratégique. Généralement, je vois pas seulement en France, mais en Italie aussi, les architectes, ils sont vus comme des décorateurs qui font du beau. Mais effectivement, l'architecte, il a une importance stratégique dans le projet. Après, les ingénieurs, je suis aussi ingénieur, donc j'ai rien contre les ingénieurs. Mais effectivement, les spécialistes, ils sont fondamentaux dans une phase qui est une phase un peu plus proche des objectifs, dans le sens que, à niveau stratégique, il faut garder un esprit de généraliste. Même en urbanisme, je vois toujours des projets urbains conçus par des bureaux d'ingénierie ou de paysage. C'est très bien, mais il faut avoir une approche généraliste parce que l'urbanisme, c'est une matière très importante. Il touche fortement les relations sociales. Aujourd'hui, on parle de géométrie sociale. La géométrie sociale, c'est un dessin qui prend en compte les relations dans une ville. Et il faut se former en relation, il faut quand même toucher les thématiques qui sont des thématiques de sociologie, anthropologie, psychologie, toujours dans le cours de l'histoire, donc dans le cours d'une vision future, vu que l'urbanisme, il conçoit des projets qui vont déterminer la vie dans les prochains 30, 50 ans, des fois. Donc il faut faire, à mon avis, des pas à l'arrière et retrouver des équipes où l'architecte, je le dis pas seulement pour un intérêt professionnel et économique auquel je cache pas que je suis là pour travailler et pas pour parler seulement. Mais moi, je crois vraiment qu'on a besoin d'un architecte derrière des conceptions complexes. On a besoin de quelqu'un qui est capable de voir cette complexité. Ouais, voilà. C'est un beau mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Dario. Ça passe très vite et je sens beaucoup de richesse derrière ce témoignage. Et chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.